première bonne pratique, premier conseil concernant la construction d'un parcours de recrutement constructif et inclusif, c'est comment on fait pour utiliser des canaux diversifiés pour diffuser ces offres d'emploi. Corinne, du coup, j'aimerais te laisser la parole sur cette première bonne pratique. Et peut-être que tu te présentes justement qu'est-ce que vous faites avec les bons profils et comment les entreprises, les structures en travaillant avec vous peuvent justement peut-être diversifier leurs canaux de diffusion. Exact, leur sourcing. Les bons profils, en fait, c'est un cabinet d'expertise en recrutement inclusif et on intervient à 3 niveaux différents, la sensibilisation, la formation, mais bien évidemment également le recrutement. Et c'est vrai qu'on est un acteur privilégié du recrutement inclusif dans la mesure où on permet aux entreprises de diversifier leurs sources de candidatures, puisque nous, on travaille avec énormément d'acteurs. C'est vrai que souvent en entreprise, la difficulté, c'est le temps qui manque pour recruter, le temps qui manque aussi pour aller sourcer les bons candidats, puisqu'en général, les recruteurs utilisent environ 3 canaux différents en fait, de diffusion des annonces. Nous, on en propose beaucoup plus, en fait. Et surtout, on propose des acteurs qui sont vraiment spécialisés, soit sur le métier, par exemple, qui permet d'aller sourcer des compétences métiers, notamment au sein de ce qu'on appelle les structures de l'insertion par l'activité économique, ou alors de faire un sourcing ciblé en fonction du territoire géographique. Et on a une base de données de partenaires avec qui on travaille et qui permettent vraiment d'aller chercher la compétence là où elle se situe et là où les entreprises ont besoin de recruter. Pour recruter donc des personnes qui ont les aptitudes pour occuper un poste et pas forcément les aptitudes pour en parler. Parce que c'est un petit peu aussi la difficulté. Nous, on travaille essentiellement sur les premiers niveaux de qualification. Ce sont des candidats qui, souvent, ne sont pas forcément très doués pour parler de ce qu'ils font, mais par contre, beaucoup plus pour travailler et être opérationnels. Je crois que Jonathan en sait quelque chose puisqu'on travaille en collaboration avec Franprix, parce que je crois qu'on a 14 entretiens de prévus la semaine prochaine chez vous, avec 14 candidats. Donc voilà, c'est essentiellement sur ce versant-là qu'on est partenaire avec les entreprises avec qui on travaille sur diversifier les sources de candidature et s'adresser à des candidats qui n'auraient pas forcément idée d'aller chercher et qui pour autant sont opérationnels et compétents. J'ai répondu à ta question? Très bien, parfait. Et donc, du coup, les entreprises peuvent s'adresser, enfin, entreprises ou même structures qui recherchent des personnes pour rejoindre leur équipe, peuvent s'adresser à vous, au bon profil, pour les aider dans cette démarche de recrutement. Absolument, lesbonsprofils.fr, on a un site. Super. C'est l'espace publicité. Et on vous remettra tous les liens effectivement dans les comptes rendus. Merci Corinne. Jonathan, Je t'en prie. pour compléter ça, donc déjà on comprend que Franprix travaille avec les bons profils. Est-ce que vous travaillez avec d'autres acteurs qui vous permettent de faire du sourcing et de diversifier les personnes qui postulent chez Franprix? Oui, tout à fait. Et c'est vraiment chez nous un vrai mojo quelque part de donner la chance à tous. C'est un peu ce qu'on dit, puisque on a la chance de travailler dans la proximité, donc un acteur finalement d'entrée dans le monde du travail, puisque c'est accessible quand même relativement facilement. Et c'est vrai qu'on travaille avec beaucoup de partenaires, dont effectivement Corinne l'a cité, les bons profils. D'ailleurs, effectivement, Pauline, on a avec Pascaline bientôt une session. Et effectivement, je veux dire, le partenariat le plus emblématique qu'on ait monté, c'est aujourd'hui un partenariat avec Emmaüs Défi. On a travaillé sur un partenariat finalement où on s'est inspiré de ce qu'ils appelaient les premières heures, donc qui est en fait un sujet où on met des collaborateurs qui sont très éloignés du monde de l'emploi, parce qu'ils sont en général des personnes sans domicile fixe ou des personnes en chantier d'insertion. Et on travaille en fait sur un système de bascule. On les embauche en CDI chez nous. Et puis, au fur et à mesure de l'année, on leur fait une granularité dans les heures de travail. Et finalement, à la fin, ils sont à 35 heures s'ils le souhaitent. Donc, c'est un peu le partenariat. C'est un partenariat un peu unique qu'on a monté avec Emmaüs. Après, il y en a beaucoup d'autres, mais c'est plutôt une belle réussite puisqu'on a la 3e promotion aujourd'hui. On a réussi à avoir à temps complet beaucoup de personnes aujourd'hui issues des chantiers d'insertion et c'est une vraie fierté pour le coup. Et après, à côté de ça, effectivement, on va avoir
Bim Bam Job, on va avoir la mission locale de Paris, la mission locale plus générale, les écoles de la seconde chance, tous les acteurs aussi autour de la mairie de la mairie de Paris, par exemple Paris pour l'emploi, des choses comme ça. On essaie vraiment d'être dans quelque chose d'assez assez ouvert finalement, assez ouvert et assez oui, inclusif c'est le mot, mais voilà, on est vraiment là-dessus et c'est aujourd'hui quelque chose qui nous tient à cœur. On a un petit leitmotiv chez Franprix et notre volonté, et c'est un peu ce qu'on m'a dit quand j'ai pris le poste, c'est de rendre visibles les invisibles. Merci Jonathan pour ces partages. N'hésitez pas aussi, vous en tant que participant, à partager d'autres réseaux de sourcing de candidats qui pourraient être utilisés par tout recruteur, toute structure pour essayer de diversifier au maximum ses talents. Est-ce que Julien, vous chez Fly the Nest, vous avez comme ça des canaux avec lesquels vous travaillez de diffusion qui permettent de toucher plus de monde? Pas vraiment, nous, on a plutôt une logique où on n'est pas vraiment proactif dans le recrutement. On a pas mal de demandes entrantes. Donc les canaux, ils sont assez simples, hein. C'est plutôt LinkedIn et notre site internet, où en général, on a pas mal de gens qui viennent postuler sur notre adresse mail, quoi. Et c'est vrai qu'on ne travaille pas de canaux d'acquisition de personnes particulièrement, quoi. Merci. Du coup, on vous prépare aussi, on aura peut-être fini pour le mettre dans le compte rendu, mais une espèce de cartographie aussi de différents acteurs, différents canaux de diffusion des offres d'emploi sur lesquels on peut diffuser pour justement essayer de toucher un maximum de personnes qui peut-être n'auraient pas le réflexe elles-mêmes de venir postuler dans notre structure parce que voilà, il y a peut-être aussi des fois des systèmes d'autocensure ou de dire tiens, c'est pas pour moi ces postes-là ou cette entreprise, elle n'est pas pour moi. Et donc voilà, donc on vous prépare aussi une cartographie des acteurs, on va dire, du recrutement. Donc les bons profils, il figurera, et à côté aussi de plein d'autres canaux. Donc ça, c'était déjà le premier conseil de la soirée, c'était de déjà, quand on veut faire du recrutement inclusif, de diversifier ses canaux de communication pour essayer de rendre ces offres d'emploi visibles à un maximum de personnes. Le deuxième conseil, la deuxième bonne pratique, on va dire, c'est aussi de rédiger une offre d'emploi inclusive. C'est-à-dire que moi, en tant que Pauline d'Active Action, si demain je recherche du travail, si je vois une offre d'emploi, je vais me dire, tiens, la façon dont elle est rédigée, est-ce qu'elle m'est adressée? Est-ce que je me sens ciblée par cette offre? Et dans notre étude qu'on est en train de mener, on a 63 des personnes qui nous disent de ce qui va être important dans une offre d'emploi, ça va être les compétences. Quand les compétences requises sont bien explicitées, par exemple. Donc, ça permet aussi de se dire, tiens, est-ce qu'elle peut m'être concernée? Est-ce que je suis concernée par ce poste-là? Et si les compétences sont bien décrites, ça peut peut-être permettre de se projeter plus facilement. 54% nous disent que l'offre aussi, dans l'idéal, pour eux, elle doit donner un aperçu de l'esprit et de l'atmosphère de la structure. Donc, je pense que là, il y a la notion de est-ce que la culture, le fonctionnement de la structure me correspond aussi. Mais ce n'est pas que les deux seuls critères. Et donc, du coup, Corinne, Julien, Jonathan, est-ce que vous voyez d'autres bonnes pratiques pour rendre une offre d'emploi inclusive? Peut-être déjà, qu'est-ce que ça veut dire une offre d'emploi inclusive et comment on peut rédiger son offre d'emploi pour qu'elle soit la plus accessible à tous? Une offre inclusive, pour moi, c'est une offre qui permet aux candidats de mieux se projeter dans le poste. Donc, tous les éléments qui peuvent effectivement concourir à cet objectif-là sont les bienvenus. Je pense notamment, par exemple, aussi au process de recrutement, qui est important pour savoir un petit peu quel va être le parcours du candidat au fur et à mesure des différentes étapes. Mais ça peut être aussi, nous, on est beaucoup sur les premiers niveaux de qualification. Donc, ça peut être aussi des photos, par exemple, qui montrent l'environnement de travail dans lequel va être plongée la personne. Tout ce qui permet l'adresse également. Nous, on trouve ça important parce que parfois, on ne met que la ville. Mais entre le nord, le sud, l'est et l'ouest, quand on a l'adresse exacte, on peut vraiment visualiser le parcours qu'on aura à faire tous les jours pour aller au travail. C'est un peu moins vrai aujourd'hui avec le télétravail, mais il y a encore beaucoup de métiers qui nécessitent de se déplacer tous les jours et qui sont encore dans les entrepôts, sur les quais, etc. Et à partir du moment où on a l'adresse exacte, on peut tout de suite savoir si le trajet va être long, va être court.
nous prendre 30 ou 40 minutes. Et ça permet comme ça vraiment de candidater sur un poste sur lequel on sait qu'on pourra l'occuper et qu'on pourra vraiment tenir. Et ça, je trouve que c'est très, très important dans l'esprit d'un recrutement inclusif. Je vais laisser la parole à mes collègues. Je peux enchaîner si tu veux, Pauline. Moi, je me suis noté 3 grosses choses là-dessus. Le premier, en préparant, j'ai vu une étude hyper intéressante qui disait que, en général, les femmes postulent si elles pensent posséder proche de 100% des compétences dans une offre, et les hommes, c'est plutôt 60%. Et du coup, je me suis dit que l'important, et c'est ce qu'on essaye de faire aussi nous chez Flybusiness, c'est de mettre vraiment d'épurer les compétences qu'on va rechercher. C'est-à-dire qu'en général, on a plutôt tendance à mettre une liste de bullet points de 100 compétences, j'exagère, mais en gros, l'idée, c'est de se dire, c'est quoi les 2 à 3 savoir-faire qui sont importants pour le poste et les 2 à 3 savoir-être qui vont être importants aussi pour le poste, de sorte à ouvrir le plus possible le champ des possibles, justement. Deuxième point que je me suis noté, c'est aussi, Corinne le disait un peu, c'est montrer en quoi l'entreprise aussi, montrer en quoi travailler dans l'entreprise va être pour le candidat, pour qu'il puisse s'y projeter. Et du coup, ne pas survendre, parce que souvent, quand on parle de sa culture d'entreprise, on a plutôt tendance à l'idéaliser et à montrer à quel point c'est bien. Nous, on aime bien dire aussi aux organisations qu'on accompagne de montrer quelle est la culture d'entreprise réelle et que du coup, les candidats ou les candidates puissent se projeter plutôt facilement. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième, alors ça, c'est une pratique qu'on a chez Flybusiness qui est un peu radicale. Et du coup, apprendre ou à laisser, à voir ce que vous voulez en faire. Mais nous, on ne demande pas le CV. Ça, c'est une croyance assez forte qu'on a, c'est que le CV, il amène quand même pas mal de biais, que ce soit sur là d'où la personne vient, son prénom, son nom, parfois sa photo si elle est mise sur le CV, même les expériences. C'est bête, mais si la personne vient par exemple de la même école que nous, de la même faculté ou peu importe, on va plutôt avoir tendance à la favoriser et du coup à ne pas être inclusif. Donc, du coup, voilà, c'est peut-être se dire, si on demande le CV, de là à ne pas le demander, c'est vraiment radical, mais si on le demande, d'essayer de demander à la personne de l'épurer sur, pareil, 2 ou 3 trucs cœur qu'on veut avoir, quoi. Merci Julien. Donc, si j'entends bien, donc il y a à la fois la façon de rédiger l'offre, le contenu, mais aussi, mine de rien, l'explication, enfin le process en lui-même de recrutement. Donc, on y viendra juste après sur qu'est-ce qu'on propose dans ce process-là. Mais de ce que je comprends, c'est aussi déjà dans l'offre d'emploi, s'il n'y a pas marqué d'envoyer son CV, ça peut peut-être permettre à des personnes de lever certains freins à postuler. Jonathan, alors je vois que tu as mis un super fond d'écran, dommage, corporate. Est-ce que toi, qu'est-ce que vous mettez en place chez Franprix pour rédiger des offres d'emploi inclusives? Ouais, bon, déjà, je rejoins tout ce qui a été dit par mes collègues, évidemment. Je suis désolé de mon tour, parce que des fois, je suis dans un espace un peu public, donc forcément. Alors, nous, ce que je vais rajouter, donc bien sûr, tout ce qui a été dit pour moi est complètement en phase avec ce que l'on fait. Et on a parlé principalement de la présélection sans CV aussi, mais je pense que notre d'emploi aussi, on a toujours tendance à l'écrire de manière assez, dans un langage assez structuré, pour donner une bonne image de l'entreprise avec une bonne maîtrise de la langue française, et c'est tout à fait normal, entre guillemets. Sauf qu'il ne faut pas oublier qu'en fait, souvent, quand on est sur de l'inclusif, parfois on a des profils qui sont peut-être issus de milieux qui sont un peu défavorisés, donc peut-être qui ont un niveau d'éducation, de culture ou de langage qui n'est peut-être pas le même que le nôtre. Moi, je vois dans nos magasins, on a des gens qui ne parlent pas très bien français. Et donc, la façon de rédiger l'offre, peut-être parfois la rendre plus accessible en la verbalisant avec des principes rédactionnels plus accessibles, en fait, des mots moins soutenus, des choses comme ça. C'est des fois une première piste. Évidemment, le FH rend les offres inclusives parce qu'on a tendance à penser que quand on met homme de terrain, toutes ces choses-là, ça crée des petits biais finalement psychologiques qui rejoignent un peu ce que disait Julien tout à l'heure. C'est-à-dire que les femmes n'oseront pas de postuler si on met homme de terrain pour un manager de magasin, par exemple, ou pour un directeur e-commerce. Voilà, toujours mettre le petit FH, l'ancien et eux entre parenthèses. Voilà, je pense que ça, c'est important. Il y a aussi un autre point auquel on fait attention, c'est comment dire, dans la manière dont on va vendre le poste, où on doit plutôt présenter le poste, on essaie que ce ne soit pas des critères trop exclusifs finalement de tant d'années d'expérience, tant dans tel domaine ou ce genre de choses, pour que justement ce soit relativement ouvert. Parce que quelqu'un qui voit entre 2 et 5 ans d'expérience, s'il a 1 an, il ne va pas postuler. S'il a 6 ans, peut-être qu'il ne va pas postuler non plus.
S'il n'a pas une expérience dans la grande distribution, mais dans la restauration, par exemple, ben, peut-être pas postuler parce que c'est de la grande distrie et c'est pas de la resto. Voilà, il y a pas mal de petits trucs comme ça qui sont intéressants à mettre en place. Merci Jonathan. Donc là, pour compléter tout ce qui a été dit, il y avait l'aspect de la façon de rédiger, même les mots utilisés dans l'offre. Le FH, donc pour préciser, c'est femmes-hommes, c'est bien ça, hein, donc qui précise que c'est à la fois ouvert aux femmes comme aux hommes. Et du coup, merci pour tous ces partages. J'ai oublié ton dernier point, mais je pense que il a enregistré. C'est la fatigue du soir. Merci. Donc ça, c'était la deuxième piste d'action pour mettre en place un parcours de recrutement inclusif et constructif. C'est aussi la manière de rédiger son offre d'emploi. Donc merci à vous d'avoir partagé des bonnes pratiques et puis on vous les redonnera dans le compte rendu pour tous les spectateurs. Encore une fois, pareil, en tant que participant, si vous voyez d'autres choses à rajouter, n'hésitez pas à partager vous aussi vos bonnes pratiques parce que je suis sûre qu'il y en a potentiellement plein d'autres ou vos réactions par rapport à ça. Et je le répète, vous pouvez poser vos questions et réponses en bas. Vous avez un picto Q&R et donc n'hésitez pas à poser vos questions et réponses qui seront tout à l'heure prises en compte pour poser à nos invités. Donc, première bonne pratique, les canaux de diffusion diversifiés. Deuxième bonne pratique, rédiger une offre d'emploi inclusive. Le troisième bonne pratique, c'est, OK, les personnes ont postulé chez nous. Comment on va organiser le processus de recrutement? Qu'est-ce qu'on met en place pour peut-être que ce soit inclusif et constructif, c'est-à-dire pour mettre les gens en confiance, pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes et qu'ils vivent une expérience positive. Et aussi, question un peu complémentaire sur cet aspect-là, c'est comment on va faire pour objectiver l'évaluation des compétences. Je parle de ces deux aspects parce que dans notre étude de cas, dans notre enquête sur le recrutement, les personnes qui vivent des expériences de recrutement positives nous disent que ça vient de deux facteurs principaux. Que l'impact de vivre une expérience positive leur permet ont deux impacts principaux. Le premier, c'est que 89% nous disent qu'ils ont plus confiance en eux et dans leurs compétences. Quand j'ai vécu une expérience positive, peu importe si je suis pris ou pas, j'ai plus confiance en moi. Deuxième chose, c'est 74% nous disent qu'ils ont une meilleure appréhension du processus de recrutement, c'est-à-dire, OK, je n'ai pas été pris, mais j'ai moins peur pour les prochaines fois parce que là, j'ai bien vécu et donc du coup, finalement, j'ai peut-être moins peur de postuler et je sais comment me préparer. Et ceux qui ont vécu des expériences peut-être moins bonnes ou moins positives ou moins constructives, l'impact que ça a sur leur recherche d'emploi, 70% d'entre eux nous disent qu'ils ont déjà une image détériorée de la structure. Donc ça aussi, c'est intéressant à prendre en compte en tant que recruteur, c'est que si l'expérience est pas constructive, et mine de rien, notre image de structure peut en prendre un coup. 47% disent même qu'ils peuvent avoir tendance à moins consommer les produits et services de l'entreprise. Donc là, notamment, je pense à Franprix, Flydonet, c'est peut-être un petit peu moins le cas puisque vous avez plus un fonctionnement B2B, mais en tout cas, voilà, c'est aussi intéressant de se dire, ça a aussi un impact, mine de rien, aussi sur la suite du développement de ma structure. Et enfin, 34% nous disent qu'ils ont du mal à se remettre à postuler. Donc, je trouvais cette info aussi intéressante, c'est de se dire, mine de rien, si j'ai vécu, et nous on le voit beaucoup dans nos ateliers, si j'ai vécu une expérience peut-être plus compliquée, plus difficile en termes de recrutement, et du coup je vais avoir un peu plus de mal à me remotiver et à repostuler parce que peut-être peur de retrouver un peu les mêmes expériences. Ça, c'était quelques chiffres, mais du coup, par exemple, vous, Julien, chez Fly the Nest, tu nous as parlé que vous proposiez aux candidats de ne pas partager leur CV, mais qu'est-ce que vous mettez en place dans votre processus qui va favoriser ce côté inclusif et constructif? Alors, il y a 3 grandes étapes et je pourrais vous l'envoyer. On a un Trello, peut-être que vous connaissez, qui récapitule en fait tous nos process de recrutement de façon open source et libre d'accès. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous pourrez regarder si ça vous intéresse. Mais en gros, on a 3 phases. Il y a une phase de rencontre où déjà, on va essayer de rencontrer le plus de monde possible justement dans cette question d'inclusivité, sous contrainte de temps évidemment, mais en tout cas, on essaie de rencontrer tout le monde. Le deuxième point qui est plutôt une phase d'alignement, on va apprendre vraiment à connaître le candidat ou la candidate, voir si on pourrait avoir un match finalement pour que la personne rentre dans l'organisation. Et une troisième phase qui est intéressante, je pourrais y revenir un peu, c'est la phase d'acclimatation,
où justement on va faire en sorte d'emmener la personne qu'on projette bien chez nous, qui se projette bien chez nous, plutôt sur notre métier, dans notre quotidien. Donc plutôt quand on va accompagner des clients sur des rendez-vous commerciaux, sur de l'interne, des réunions internes, bref. C'est un peu la troisième et dernière étape. Et du coup, je rentre un peu dans des pratiques qu'on a. Petit préambule, toutes les pratiques que je vais vous donner, ça incarne bien notre culture chez Fly the Nest. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on dit à nos clients, c'est que il faut plutôt incarner des choses dans notre processus de recrutement qui nous ressemblent pour que justement la personne puisse se dire est-ce que j'ai envie de travailler avec ces personnes-là ou pas. Et donc, du coup, j'attire votre attention sur le fait que certaines pratiques marchent bien chez nous, peut-être qu'elles ne marcheraient pas chez vous, voire elles pourraient être contre-productives aussi. Donc, c'est aussi à réfléchir par rapport à votre propre culture. Du coup, nous, le premier gros point qu'on a, c'est le fait de rendre autonome la personne qui rentre dans le processus. Donc, je l'ai dit, on a notre processus de recrutement ouvert avec tous les exercices qui sont disponibles parce qu'on a pas mal de mises en situation, tous les entretiens avec leurs objectifs, qui la personne va rencontrer. Donc, pareil, ça, je vous le mettrai si vous voulez. Mais en tout cas, la personne, dès qu'elle nous rencontre, elle peut avoir accès à tout le processus. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est après le premier entretien, on veut que la personne décide de rentrer elle-même dans le processus en conscience. C'est-à-dire que le premier entretien, on est plus, nous, à expliquer un peu quel est le quotidien de notre structure, pas forcément à savoir déjà qui la personne est, pour qu'elle puisse réussir à se projeter et d'essayer de nous dire, oui, j'ai envie de rentrer chez vous, ou non, finalement, je ne me projette pas trop dans ce métier-là et dans la raison d'être finalement de votre métier. Donc, il y a vraiment ce côté-là de on veut rendre autonome la personne et qu'elle décide elle-même de rentrer dans le processus. Le troisième point là-dessus, c'est qu'on va aussi avoir un accompagnateur dédié, c'est-à-dire que la personne, quand elle dit « Ok, je veux rentrer dans le processus de recrutement », puisque nous, on appelle une cigogne chez nous, on a un vocabulaire très oiseau, qui va accompagner la personne tout au long des entretiens et au final, qui va être un point de référence un peu privilégié pour que la personne puisse un peu débriefer des entretiens qu'elle a vécus, dire si elle a été mal à l'aise à certains moments, dire justement en quoi elle a été à l'aise. Et l'accompagnateur peut aussi lui donner des retours sur ce qui a été perçu dans les entretiens. Donc ça, on pense que vraiment l'accompagnateur dédié, c'est un vrai bon point pour du recrutement inclusif et constructif, pour que ce soit pas une personne qui est complètement lâchée dans la nature, mais qui est vraiment accompagnée. Et deux autres points, du coup, on fait aussi un entretien inversé à un moment dans un entretien, qui est notre deuxième ou troisième entretien, où en gros, on va demander à la personne pendant 3/4 d'heure de nous poser toutes les questions qu'elle a. Et ça, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup parce qu'en fait, c'est en général dans le recrutement, on peut être dans une posture où justement, on veut faire en sorte de questionner la personne, aller tester des choses, voir si elle pourrait bien rentrer chez nous. Et nous, on aime bien renverser cette chose-là pour qu'il y ait une posture un peu d'égal à égal, où la personne nous teste aussi finalement et on voit si on peut répondre à ses attentes ou pas. Et donc le quatrième point, je disais l'acclimatation, où la personne va nous accompagner plutôt dans notre quotidien. On lui donne aussi les clés pour qu'elle nous dise moi j'ai envie de voir ça dans votre métier et que du coup on puisse l'emmener et répondre à ses attentes par rapport à ça. Et le dernier point du coup, Pauline, pour ta question sur l'objectivation de l'évaluation des compétences, nous on a deux choses. Donc je parlais de savoir-faire et de savoir-être au début. C'est les deux choses qu'on va évidemment évaluer. Pour le savoir-faire, on pratique beaucoup les mises en situation, de vraiment se dire des choses qui nous arrivent à nous dans notre quotidien, par exemple dans l'accompagnement d'organisation et d'équipe, de voir un peu comment la personne réagirait. Ça, c'est un premier point. Et surtout, sur toutes les autres compétences qu'on a, on a ce qu'on appelle un arbre de compétences en interne, où en fait, nous, on sait exactement quelles sont les compétences qu'on a en interne. Le candidat ou la candidate peut le voir et peut y avoir accès. Et nous, en interne, ça nous permet aussi de débriefer pour voir à quels endroits la personne pourrait être OK ou pas OK et de lui dire aussi. Et ce n'est pas du tout rédhibitoire parce qu'on recrute plus sur le savoir-être que le savoir-faire. Et du coup, je vais sur le savoir-être. Et le savoir-être, nous, on l'a sur des critères qui sont pour nous les critères de toute culture d'entreprise, à savoir la raison d'être de notre organisation et ses valeurs, ce qu'elle a envie de défendre. Et du coup, on va vraiment objectiver cette évaluation-là à partir de ces éléments-là que le candidat ou la candidate connaît d'ailleurs dans le processus, pour en tout cas qu'on n'évalue pas les compétences et le savoir-être avec nos biais individuels, mais qu'on ait un peu ce référentiel commun. Et donc, du coup, c'est ça vraiment le conseil que je donne, c'est avoir des référentiels communs aussi en interne pour pouvoir objectiver les compétences, que ce soit du savoir-être ou du savoir-faire. Désolé, j'ai été un peu long peut-être. Non, mais parfait. En plus, c'est très riche. Peut-être qu'il y a plein de questions qui vont venir. Moi, j'avais une première question pour bien comprendre, notamment le rôle de la cigogne, comme tu l'appelles. C'est une personne qui va participer à toutes les étapes du processus avec la personne, c'est ça, qui va le suivre? Alors, bonne question. Ouais. Alors non, elle participe à la rencontre. Donc, c'est cette personne-là qui va vraiment prendre le temps de connaître le candidat ou la candidate et de la faire rentrer dans le processus finalement. Et derrière, en fait, c'est elle qui va activer les personnes qui vont aller aux entretiens
par rapport à les personnes qui nous semblent bien de faire rencontrer à la personne qui rentre dans le processus. Donc, c'est elle plutôt qui va gérer la logistique et derrière préparer la personne et débriefer la personne avant et après l'entretien. Mais elle ne va pas être à tous les entretiens. Merci Julien pour ces précisions. Corinne, du coup, par rapport à ces questions-là, comment on parle d'évaluer aussi, enfin, d'objectiver l'évaluation des compétences? Comme Julien l'a dit, c'est comment on va faire pour limiter au maximum peut-être les biais qu'on peut avoir et qui sont humains, on va dire, et naturels pour évaluer les compétences et centrer sur son recrutement là-dessus. Qu'est-ce que vous pouvez utiliser chez les bons profils ou que vous... Alors, nous, on utilise systématiquement des grilles d'évaluation, en fait, sur lesquelles on met toutes les compétences que l'on va évaluer, sachant qu'on fait un gros travail préalable d'identifier vraiment les compétences qui sont vraiment nécessaires à l'entrée, en fait, dans le poste, puisque nous, on fait la distinction dans toutes les compétences qui sont utiles pour être opérationnelles, quelles sont celles que les candidats vont pouvoir acquérir très rapidement et sur lesquelles on ne va pas forcément effectivement les évaluer dans le processus de recrutement, et quelles sont celles qui sont vraiment indispensables pour l'entrée dans le poste. Déjà, ça permet de faire quand même un gros tri, on va dire, et de se centrer vraiment sur l'essentiel. Une fois qu'on a obtenu ces compétences qui sont vraiment essentielles, on les identifie autant que faire se peut par, comme Julien, des mises en situation. C'est vraiment l'outil qui permet d'objectiver au maximum les compétences, puisqu'on voit vraiment la personne, comment elle se comporte et ce qu'elle fait en situation réelle, ou alors en entretien. On propose une situation, on demande à la personne comment elle réagit. Et le dernier élément qui nous semble important, c'est qu'on score aussi en fait le niveau de compétence. On attribue en général des notes qui vont de 0, 0, 1, 2 ou 0, 1, 2, 3 et qui permet comme ça vraiment d'évaluer très finement le degré de maîtrise de la compétence et qui nous permet surtout en fin de processus et d'évaluation d'obtenir une note globale du candidat qui nous permet comme ça d'avoir très objectivement quel est le meilleur candidat pour occuper le poste, indépendamment du feeling qu'on a pu avoir, de la qualité de la relation, etc. Et ça nous semble vraiment très important pour objectiver au maximum les compétences et la candidature. Merci Corinne. Et du coup, dans cette grille, comment elle se compose? Il y a la compétence recherchée et à côté, il y a quoi? Il y a ce qui peut être... Alors, c'est un tableau Excel, hein, tout simplement, avec des lignes et des colonnes. Sur les lignes, on a les candidats. Sur les colonnes, on a les compétences. Et puis, on a dans la première ligne, donc vraiment le score qu'on doit attribuer. Et dans les scores, en fait, sont toujours liés à un comportement observable. Donc, 0, ça donne tel comportement, 1, ça donne tel comportement, 2, tel comportement. Et au fur et à mesure de l'observation dans la mise en situation, eh bien, ça nous permet de scorer, en fait, la compétence un petit peu plus finement. Entre eux, ne maîtrisent pas du tout et maîtrisent parfaitement ou a des progrès à faire. Donc, en équipe, on définit au préalable quel type de comportement est attendu sur la compétence et surtout à quelle note, entre guillemets, le comportement correspond. Merci Corinne. Du coup, là, il y a aussi un travail en amont à faire sur, bien sûr, identifier... Absolument. Il faut vraiment préparer. Un recrutement, ça se prépare. Le secret d'un recrutement réussi, c'est la préparation, en gros. Parce qu'une fois qu'on a préparé, qu'on a vraiment tout mis à plat et qu'on sait ce qu'on va rechercher, comment on va le faire et comment on va le scorer, à la limite, tout est déjà quasiment fait. Merci. Et ça permet surtout, quand on est plusieurs à faire le recrutement, d'évaluer toutes les candidatures de la même manière. Ça, c'est très important. Oui, c'est aussi une façon justement de rendre son processus inclusif, c'est justement de proposer d'avoir un outil qui soit le même pour tous, pour évaluer exact. De la même manière, on va dire, tout le monde, et donc d'être le plus objectif possible. Absolument. Jonathan, chez Franprix, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer le processus aussi de recrutement qui est assez original, innovant, et voilà l'impact que vous recherchez à travers ce processus? Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que nous, on a une problématique qui est un petit peu différente aussi, parce qu'on a quand même un très gros volume. Et donc, forcément, on ne va pas se mentir, quand on doit appeler tous les candidats pour leur... on n'a pas la capacité d'évaluer et de regarder tous les candidats. Et on trouvait que ce n'était pas tout à fait fair. Et donc, on a essayé de chercher un processus qui était, on va dire, qui pouvait répondre à tout ça. Et en fait, la seule chose qui m'est venue à l'esprit, c'est de supprimer les entretiens téléphoniques.
Il se trouve qu'aujourd'hui, la plupart des processus de recrutement passent par un entretien téléphonique, avec ou sans CV, hein, bien évidemment. Mais du coup, d'abord, ça introduit beaucoup de biais psychologiques inconscients, comme par exemple, voilà, tout à l'heure, ils ont cité les biais de confirmation, mais il y a encore plein d'autres biais, des biais d'attribution, des biais de projection. Enfin, il y a plein de sortes de biais qui peuvent être des effets de halo, enfin, plein de choses qui peuvent être mis en place. Et en fait, nous, on a pris le parti de supprimer ça. Et donc, en fait, très simplement, en fait, les candidats, quand ils arrivent sur une annonce, qu'elle soit véhiculée par un job board, véhiculée par un partenaire, véhiculée par une affiche chez un magasin, en fait, ils arrivent sur un lien et en fait, on leur propose de jouer à un jeu. Et en fait, c'est quoi le jeu? Tout simplement, on va leur montrer des images et ils vont devoir évaluer ces images à travers des étoiles. Et en fait, ces images, à quoi elles servent? En fait, c'est un projet qu'on a construit avec une société en psychométrie qui a pignon sur rue, qui s'appelle Cubix pour le coup, et qui a vraiment une experte en psychométrie. On leur a demandé de transformer leurs tests en images. Et on a, grosso modo, comment ça fonctionne. Admettons que je montre l'image de nous en train de discuter à une personne, et je lui pose la question à quoi ça lui fait penser. Peut-être que vous le demandez dans le chat ce que vous direz si on vous montrait cette photo-là. Mais admettons que quelqu'un dise l'échange, par exemple. Et l'échange, pour le coup, c'est quelque chose qui va ressortir comme la valeur de cette photo. Et si je le montre à 10 000 personnes et que tout le monde me dit l'échange, et cette photo, elle va se charger d'autant plus dans la valeur échange. Je vais brancher ma batterie. Cette valeur échange. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on demande à ces candidats de travailler sur une logique d'évaluation et on leur dit, voilà, vous allez évaluer toutes ces images-là et vous allez nous dire à travers un nombre d'étoiles comment ça vous correspond. Et si les candidats évaluent avec 5 étoiles l'image en question, c'est que potentiellement, il a la valeur échange dans son pattern de personnalité. Et en fait, à la fin du test, donc il y a plusieurs images qui correspondent à plusieurs valeurs, et à la fin du test, ce qui se passe, c'est que si ça match, il est convoqué automatiquement en session de recrutement. Donc il n'a pas eu d'entretien téléphonique, on n'a pas vu son CV, il n'y a pas eu finalement de présélection autre que ce jeu-là, et donc il arrive en session de recrutement. Et là, on a une mise en situation un peu comme mes collègues, des mises en situation, on les fait se cracher sur la lune, on leur explique un peu, on leur fait faire des débats, voilà, c'est vraiment des sessions collectives, toujours pas vu de CV à ce moment-là. Et en fait, après, on va avoir une sélection entre guillemets un peu naturelle qui va se faire, à savoir que d'un côté, il y a ceux qui vont pouvoir poursuivre le process, et là, on organisera un entretien avec un opérationnel, le manager, N plus 1 ou autre. Et derrière ça, c'est les gens qui ne seront pas en mesure de continuer le processus. On va leur dire non directement en direct, en face à face, et on va les coacher un peu. On va essayer de leur donner des clés pour pouvoir, on pourra en reparler tout à l'heure, mais on va essayer de leur donner des clés pour pouvoir rebondir et être pris ailleurs. Parce qu'on pense qu'aussi on a un devoir et quelque part un peu éducatif. On est soi-disant des experts forcément du recrutement, et donc on a un devoir de coaching et de conseil pour les personnes qui n'arriveraient pas forcément à bien c'est pas se vendre, mais en tout cas à être à l'aise dans une session de recrutement, parce qu'il peut y avoir des timidités, enfin plein de choses. Et voilà, nous, c'est comme ça qu'un peu on fonctionne. Et ça nous permet d'obtenir de plutôt bons résultats et surtout un process de recrutement qui soit quand même relativement ouvert. L'intérêt des images aussi, c'est que, comme je dis tout à l'heure, il n'y a pas de texte en soi. Ça veut dire que les gens qui ne parlent pas forcément français, ils voient des images, ils mettent des étoiles. Voilà, c'est assez facile et c'est assez ludique. C'est aussi accessible sur les téléphones portables pour ceux qui en ont. On peut le faire depuis un ordinateur. Voilà. Après, on a gamifié le truc en faisant des QR codes, par exemple, dans les magasins, et donc ils peuvent scanner le QR code. Voilà, il y a vraiment cette logique un peu d'accessibilité et d'ouverture. Ce qu'on a fait aussi, c'est que, par exemple, on a demandé aussi parfois à des employés commerciaux de libre-service de venir évaluer les futurs candidats. Parce qu'on se dit que qui de mieux qui font actuellement le poste pour peut-être proposer un avis sur un candidat. Alors, bien évidemment, ce n'est pas leurs collègues qui vont prendre dans leur magasin, mais en tout cas, pour d'autres magasins, voilà. Pareil pour le siège, on fait souvent des entretiens d'équipe, c'est-à-dire que quand on a commencé à jeter notre dévolution sur une personne, on l'a fait discuter avec l'équipe avec laquelle elle va travailler,
il y a des échanges en fait un peu 360, interviews croisées, ils peuvent poser des questions, on peut poser des questions, et en fait comme ça voit tout de suite comment le candidat va vivre en fait l'expérience avec ses futurs collègues peut-être. Donc voilà, ça c'est quelques exemples du process qu'on a mis en place. Après, il y a plein d'autres choses, mais voilà, en tout cas sur la partie process recrutement, clairement, c'est la plus grosse brique, entre guillemets, qui a permis de rendre complètement inclusif notre façon de recruter. Et puis, aussi dans la manière de candidater, il y a aussi autre chose qui est important, c'est que souvent dans les ATS, enfin, dans les logiciels les sites carrières, logiciels de candidature, la clé d'entrée, c'est le CV. Alors nous, la possibilité de remplir en manuel, on met juste le nom, prénom et adresse mail ou un numéro de téléphone et ça suffit pour candidater. Alors après, derrière, bien sûr, il faut aller piocher parce que parfois, ça ne suffit pas pour des postes assez importants, mais bon, en général, sur les postes importants, ils uploadent leur CV. Donc voilà, ce que je peux expliquer un petit peu, j'espère avoir été assez synthétique et clair. Et le nom de l'outil, en l'occurrence, c'est Capture de Cubix. C'est un outil qu'on a co-designé avec la société de psychométrie Cubix. Voilà. Merci Jonathan pour ces exemples aussi concrets qui viennent compléter ce que Corinne et Julien ont pu dire. De ce que j'entends dans tout ce que vous dites, en tout cas, l'impact, c'est d'essayer de limiter au maximum aussi les biais inconscients dans l'évaluation, parce que voilà, on est des humains, on a des expériences qui font qu'on peut avoir des biais, des stéréotypes, des a priori, etc. Et une des façons de faire ça, de ce que j'entends aussi, c'est d'impliquer d'autres personnes de l'équipe. Je crois que comme chez Fly de Nest, tu parles de Sigogne, là Jonathan, tu parles des personnes qui ont les mêmes postes ou même des entretiens d'équipe. Donc, c'est aussi de se dire comment plusieurs personnes donnent peut-être aussi leur regard avec aussi leur perception des choses. Merci pour tous ces exemples très concrets. Donc ça, c'était le troisième conseil, c'est qu'est-ce qu'on met en place dans son processus qui va permettre de rendre inclusif, enfin de rendre accessible au maximum de personnes les emplois, et aussi comment on évalue de manière la plus objective possible les compétences. La quatrième bonne pratique du soir pour construire son processus de recrutement inclusif et constructif, c'est la posture du recruteur. C'est-à-dire, même moi, dans ma posture en tant que recruteur, qu'est-ce que je vais mettre en place pour que la personne en face de moi se sente peut-être en confiance ou acceptée telle qu'elle est, etc. Dans notre étude, quand on pose la question aux personnes de qu'est-ce qui, selon vous, est le plus important dans un processus et qu'est-ce qui vous permet de vivre ces expériences de manière constructive, ils nous disent à 83% que c'est la qualité des échanges avec le ou la recruteur. Ça va des échanges écrits, mais bien sûr oraux. Et 77% nous disent que ce qui est important, c'est qu'un recruteur crée un cadre de confiance et avec qui on se sent à l'aise pour échanger. Donc, Julien, Jonathan, Corinne, notamment peut-être Julien, si tu veux commencer, tu nous as parlé de qui était un peu impliqué dans le recrutement chez vous et quelle posture vous adoptez et est-ce que tu as des exemples d'impact que ça peut avoir sur des personnes qui sont passées par vos processus de recrutement qui ont été prises ou pas? Oui, complètement. Du coup, moi, j'aime bien parler de la posture pair à pair que je différencie de la posture haute et la posture basse. J'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais nous, on essaie vraiment d'être sur un pied d'égalité avec le candidat, donc de ne pas se mettre en posture de je vais vous évaluer et en posture basse de seulement du questionnement. On essaie de rentrer dans une discussion et un échange plutôt parfois informel sur certains entretiens. Mais en tout cas, d'avoir vraiment cette conscience de on va forcément tester un peu la personne, mais on veut que la personne nous teste aussi. Parce qu'on a aussi une organisation un peu particulière et rentrer chez Fly de Nest, ça demande aussi un certain engagement. Et du coup, on veut être sûr que la personne se projette bien et soit à l'aise avec l'aventure qu'elle va rejoindre, quoi. Donc, cette posture pair à pair est vraiment au cœur de ce qu'on fait, que ce soit même dans notre métier avec nos clients, mais comme aussi en recrutement. Il y a un deuxième point aussi qui me semble important, je l'ai un peu dit au début, c'est vraiment l'aspect de ne pas survendre notre organisation. Et je le dis parce qu'en plus, notre organisation est souvent source de pas mal de fantasmes parce qu'on fonctionne en autogouvernance, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément de manager ou de chef, entre guillemets. Et du coup, il y a pas mal de personnes qui viennent avec cette envie-là de connaître cette expérience-là qui commence à se démocratiser. Sauf que du coup, ça a pas mal de points avantageux et donc forcément qu'on va raconter, mais ça a aussi pas mal de désavantages. Ce n'est pas une organisation non plus qui est idéale et qui est parfaite. Et donc, du coup, on veut vraiment que la personne en ait conscience pour ne pas projeter une organisation idéale dans laquelle, finalement, au bout de quelques semaines, peut-être qu'elle ne se sentira pas à l'aise et ce n'est pas le but, quoi. Donc, encore une fois, j'insiste sur ce point-là, c'est vraiment une rencontre où on va vraiment parler sur une posture d'égal à égal.
Et l'impact que ça a eu avec des exemples, on a souvent eu ce retour-là. Alors, ça fait aussi partie de notre métier, de notre mission chez Flydenest, mais il y a pas mal de candidats qui le vivent comme un coaching, finalement, notre processus de recrutement, où au final, les personnes apprennent à se connaître un petit peu aussi. On demande un petit peu d'introspection pour justement que la personne sache si elle peut se projeter chez nous ou pas. Donc, du coup, en général, l'expérience est, me semble-t-il, plutôt positive. Et en interne aussi, le fait que, comme je le disais tout à l'heure, il y a pas mal de personnes en interne qui vont être impliquées sur le recrutement. C'est en général 2 ou 3 par entretien, donc ça veut dire que même le candidat ou la candidate va rencontrer une dizaine de personnes de chez nous. C'est un cadre qui est plutôt informel en général, donc en interne, il y a vraiment un impact positif de, je le sais, je vais parler en jeu, à chaque fois que je vais faire un entretien de recrutement, j'ai ce côté, ah bah tiens, je vais sortir un peu du bureau, ça va être cool, je vais rencontrer quelqu'un, et qu'on l'apprenne ou pas, ça sera une rencontre potentiellement féconde et intéressante. Donc voilà, c'est un peu l'idée. Merci Julien. Effectivement, comment aussi rendre le processus constructif pour les personnes qui recrutent. Et donc, effectivement, l'idée que ce soit un process gagnant-gagnant. Donc, si les équipes chez Flydenest s'éclatent à faire du recrutement, c'est aussi constructif. Et tu nous parlais voilà, d'un des retours qui était justement le fait que ça pouvait être perçu comme un processus de coaching, entre guillemets, en tout cas d'accompagnement. Donc, c'est ce que tu disais aussi, Jonathan, tout à l'heure sur cette vision et posture chez Franprix voilà, d'apporter quelque chose. Et avant de préparer le webinaire, Jonathan, tu me disais aussi qu'il y a un enjeu chez vous, c'est la formation justement de cette posture des managers, des recruteurs, sur comment toute l'équipe, entre guillemets, de Franprix puisse avoir cette posture constructive, inclusive lors des recrutements. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Tout à fait, en fait, c'est vrai que la clé aussi dans le recrutement aujourd'hui, en tout cas pour le rendre inclusif, c'est ce qu'on appelle les managers terrain, enfin les managers de proximité, les hiring managers, c'est ceux qui vont avoir la responsabilité de faire l'entretien final potentiellement, parce que nous on est là pour faire effectivement la présélection et des shortlists. Et en fait, il faut les accompagner, les former, les sensibiliser à ce que sont par exemple, ce qu'on parlait tout à l'heure, les biais cognitifs, les sensibiliser aussi aux principes de culture. Un candidat qui aujourd'hui arrive jogging basket n'est pas forcément irrespectueux, parce que sur les réseaux sociaux, parce que les influenceurs sont en jogging basket et gagnent des millions d'euros, donc sont des modèles. Il peut y avoir aussi le fait que très mécaniquement, quand on n'a peut-être pas des niveaux de richesse suffisamment élevés, on a peut-être accès qu'à des joggings, et donc il faut le prendre en compte aussi. Du moment que la personne travaille correctement, elle peut venir en jogging et mettre sa tenue de travail et repartir en jogging. Voilà, c'est des choses un peu comme ça qui semblent basiques, mais qui sont importantes. Voilà, donc en fait, on va éduquer un peu tous ces managers. Il ne faut pas oublier que la grande distribution, c'est quand même une société assez patriarcale de base, avec un héritage un peu, très descendant et parfois un peu militaire, et qu'on est en train de faire changer depuis maintenant des années. Et donc, on est vraiment sur cette éducation. Et surtout, on ramène de l'humain, en fait, et de l'empathie. C'est-à-dire qu'on essaye de se mettre à la place que les managers se mettent à la place des candidats qui sont en face, et de se rappeler, eux, leurs premiers entretiens. Souvent, ils n'en ont pas vu, ils ont augmenté de façon verticale. Et donc, en ramenant un peu de l'humain, en expliquant les lois aussi, parce que c'est condamnable de discriminer quelqu'un, c'est passible de 45 000 € d'amende, 3 ans d'emprisonnement, c'est de la responsabilité civile et en même temps au niveau de judiciaire, au niveau de l'entreprise. Donc c'est quelque chose qu'il faut sensibiliser. Donc on a des petites cartes, des petits jeux, des mises en situation, des face-à-face avec les futurs recruteurs. Voilà, on a tout un tas de choses, mais en tout cas, c'est plutôt pris positivement. Et souvent, on a plutôt un défaut de ah ben je ne savais pas, plutôt que j'ai voulu mal faire en fait. Et ça, je pense que c'est important. Faut toujours, alors on n'est pas dans un monde de bisounours, mais il faut toujours partir du principe que si un process est peu respecté, c'est qu'il est mal expliqué. Et donc aujourd'hui, on essaye de bien expliquer, bien former, bien acculturer, bien monter en compétences les hiring managers à qui on n'avait pas forcément consacré de temps avant. Et ça marche plutôt bien pour le coup. Merci Jonathan pour ces précisions. Donc on voit aussi l'importance effectivement de la formation en interne pour qu'effectivement toute l'équipe puisse incarner ces postures, à la fois les personnes qui sont en charge de ces recrutements, mais aussi bien sûr des personnes qui sont en charge d'accueillir les nouvelles personnes dans l'équipe. Une question un peu complémentaire. Tout à l'heure, vous parliez tous de mise en situation collective ou peut-être même individuelle pour évaluer les compétences, mais comment
mettre en confiance les personnes dans ces situations-là qui peuvent peut-être être un peu stressantes ou déstabilisantes? Corinne, est-ce que tu... Il faut dédramatiser. D'abord, il faut expliquer très clairement la situation dans laquelle on va mettre la personne, leur demander bien sûr s'ils ont bien compris, s'ils ont des questions, etc. Et dédramatiser en disant que certes, le résultat est important, mais qu'au-delà du résultat, il y a aussi la manière dont la personne se comporte, comment elle s'y prend pour faire l'activité, qui permet aussi de donner des indications. Même si elles n'ont pas forcément obtenu le résultat attendu, pour autant, ça nous arrive très fréquemment de recommander des candidatures parce qu'on se rend compte que la personne a le bon comportement ou qu'en tous les cas, elle a la bonne approche du problème ou de la situation et que c'est aussi la répétition et l'expérience qui fera qu'elle deviendra opérationnelle rapidement. Et donc, bien dire que certes, le résultat est pris en compte, mais que ce n'est pas le seul critère en fait, sur lequel elles seront évaluées. Et puis surtout aussi faire un débriefing après, ça c'est très très important, sur ce qu'on a pu observer, sur les recommandations qu'on pourrait leur faire pour améliorer effectivement les points sur lesquels elles ne sont pas forcément très fortes, mais surtout commencer par leur dire ce qui a été positif et qu'on a pu observer, de manière à les mettre en confiance et qu'elles puissent aussi, si prochain recrutement il y avait, s'appuyer dessus pour en faire une force. Et puis nous, ça nous arrive aussi, en mise en situation par exemple, de dire que pour ce poste en particulier, ça va être un petit peu difficile parce que l'employeur peut avoir des exigences un petit peu différentes en termes de rapidité ou en termes de précision, mais qu'on garde la candidature dans le vivier et que quand on aura un poste pour lequel l'employeur sera peut-être prêt à faire un petit peu plus de formation à l'arrivée, et bien à ce moment-là, on représentera la candidature sans aucun souci. Merci Corinne. Jonathan, Julien, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur cette notion de comment mettre les personnes en confiance pour qu'elles donnent le meilleur d'elles-mêmes aussi? J'y vais, ou Jonathan? Vas-y, Julien, vas-y, pas de souci. Non, pas grand-chose à rajouter. Nous, sur l'aspect Cigogne que j'ai donné tout à l'heure, c'est vraiment justement qu'il y a une bonne préparation de l'entretien. J'aimais bien, je ne sais plus si c'est Jonathan Cohen qui disait, un bon recrutement, c'est quelque chose qui est bien préparé. Donc, en effet, en interne, que la personne qui va accompagner le candidat ou la candidate prépare bien ça, que le déroulé soit précisé, que les critères qui vont être évalués le soient aussi, qu'il y ait du coup un feedback après l'entretien et que ce soit reprécisé aussi le jour J, parce que, bon, ok, on a peut-être préparé et informé la personne avant, mais peut-être que le jour J, il y a un peu de stress, elle a oublié ces informations-là, donc de bien le rappeler. Et moi, j'aime bien le côté dire qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Et surtout dans notre métier à nous, c'est pour ça que je disais au début qu'on regarde beaucoup plus le savoir-être. C'est vraiment comment la personne va s'y prendre pour aborder la mise en situation, plutôt que de lui dire il y aura un résultat final et c'est noir ou blanc, quoi. Vu qu'on travaille sur de l'humain en général, c'est un peu plus compliqué que ça, quoi. C'est Corinne qui l'a dit. Je le pense aussi, mais c'est Corinne qui l'a dit, le recrutement bien préparé. Alors moi, j'utilise effectivement les différentes techniques qui ont pu être précisées, c'est-à-dire donner de la visibilité dès le mail de convocation, effectivement donner de la visibilité sur le process, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'ils vont rencontrer, tout ça. Après, comme on fait souvent des sessions collectives, on a des brise-glaces en fait. On a la possibilité de les mettre en situation avec des icebreakers. Et donc, en fait, on dit en gros, voilà, c'est quoi ton animal, qu'est-ce qui te représente, un peu ce qu'on a fait aussi, par exemple, sur les phrases, deviner des choses, faire choisir des photos. Donc ça permet de créer une belle émulation et de petit à petit arriver à créer une sorte de bonne ambiance. Après, moi, il y a un truc que j'aime bien pratiquer. Alors, bon, très honnêtement, de par les fonctions aujourd'hui, de manière opérationnelle, je recrute un peu moins qu'avant. Mais ce que j'aime bien pratiquer et ce que j'ai transmis à mes équipes, c'est le feedback le feedback miroir en fait. Souvent, on arrive en entretien de recrutement en individuel, on dit un petit truc du style moi ça me panique ces entretiens à chaque fois, je sais pas comment on fait. Enfin oui, on essaye de verbaliser sur son propre feeling en disant vous êtes inquiet, mais moi je le suis encore plus que vous, hein. C'est moi le recruteur, je dois faire bonne impression auprès de vous. Donc en fait, on essaie vraiment de dédramatiser le truc et parfois ça marche, parfois ça marche pas du tout. Mais en tout cas, voilà, c'est un peu des petits tips qu'on peut donner. C'est ne pas hésiter à parler de soi, en fait, pour dire voilà, comment de préciser des informations sur son ressenti, sur ses émotions, parce que ça ramène encore une fois de l'humain et de la relation. Et puis le recrutement, c'est que ça, c'est de la relation.
Merci pour tous ces apports. On s'approche tranquillement la dernière bonne pratique du soir. Donc là, on a vu voilà, les canaux de diffusion, la manière de rédiger l'offre d'emploi. On a vu après comment construire son processus de recrutement, évaluer les compétences. Et là, sur la posture on elle-même de la personne qui rencontre les candidats. Dernière bonne pratique, alors vous en avez déjà un peu parlé, mais on va recreuser tranquillement, c'est comment faire un feedback constructif aux personnes qui ont été prises d'ailleurs peut-être, mais aussi celles qui n'ont pas été retenues. Par exemple, dans notre étude, c'est 98% des gens nous disent que ce qu'ils aimeraient avoir au minimum, c'est une ou deux raisons qui précisent pourquoi leur candidature n'a pas été retenue. Jonathan, tu nous parlais tout à l'heure un peu de cette posture de coaching, d'accompagnement. Qu'est-ce que vous mettez en place pour justement accompagner ceux qui ne sont pas recrutés, si tu veux préciser? Ouais, tout à fait. Juste avant, un dernier petit disque, ce que j'ai pensé sur le truc d'avant, le lieu, il est hyper important. Moi, j'ai la chance de diriger la formation et du coup, j'ai transformé les salles de formation en mettant que des canapes, des trucs un peu sympas, un peu lounge. Et donc, en fait, quand on fait les entretiens de recrutement là-dedans, avant, je les faisais dans les cafés, mais maintenant, c'est fermé. Mais ça aide, en fait, ça désacralise l'entretien. Et ça aide un peu. Alors, d'aucuns diront c'est n'importe quoi, c'est pas sérieux, mais en tout cas, moi je l'assume et j'ai fait beaucoup d'entretiens dans des cafés et franchement, c'est cool. En plus, c'est agréable pour le recruteur. Qu'est-ce que je peux dire par rapport à comment on accompagne honnêtement, c'est pas facile. C'est-à-dire que dire quelqu'un en face qu'il n'est pas pris et après se positionner en donneur de conseils, c'est parfois un peu compliqué. Le conseil que je peux donner, c'est d'abord, alors souvent nous on débrief, c'est-à-dire bon, on sait très bien qu'il n'est pas retenu, lui il ne le sait pas encore, et on va lui demander qu'est-ce qu'il a pensé de son expérience, ce qu'il a pensé de ce parcours-là, qu'est-ce qu'il a pensé de de son passage chez nous, et à ce moment-là, il va verbaliser, et puis en fait souvent on a tendance de toute façon à beaucoup de monde a tendance à avoir une vraie exigence envers soi-même et donc on a souvent tendance à dire bah, j'ai l'impression de m'être raté là-dessus, j'ai l'impression de ne pas avoir réussi ça ou ça. Et donc on va plutôt être dans une posture d'accompagnement et de confortation de ce qu'ils auront pu repérer chez eux, qu'on aura repéré aussi évidemment, hein, mais en appuyant sur le fait que oui, bon, effectivement, ce trait-là, peut-être ça a manqué de ça, ou ça a manqué de ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, c'est un petit peu juste pour être chez nous, enfin des choses comme ça. Et en fait, on va rebondir sur les points qu'ils vont nous livrer, et puis après, nous permettre, s'ils le veulent bien, c'est-à-dire toujours leur demander, est-ce que, en fonction de ce que vous avez repéré, effectivement, ça c'est vrai chez vous, mais est-ce qu'on peut se permettre de vous proposer d'autres pistes d'amélioration par rapport à ce que vous avez pu vivre aujourd'hui et ce que vous avez pu démontrer, qui pourront vous servir aussi par la suite. Et souvent, assez naturellement, les gens disent oui avec plaisir ou bon, il y en a qui nous ont dit on n'a rien à faire pour rester poli, voilà. Mais en tout cas, souvent c'est quand même accueilli positivement et là ben, on donne l'ensemble des tips qu'on peut connaître. Après ça dépend du contexte, mais il y a plein de choses. Ça peut être sur la posture, ça peut être sur le discours, ça peut être sur la motivation, enfin la façon dont on parle peut-être de l'entreprise, ça peut être voilà, après il y a tellement de choses à pouvoir dire sur une réponse négative. Mais en tout cas voilà. L'idée c'est d'accompagner toujours vers du positif, toujours vers de l'amélioration continue et surtout de laisser la possibilité de revenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de se dire ok, ben, ça n'a pas fait cette fois, peut-être dans 6 mois, vous allez vous vivre autre chose. La porte, elle est grande ouverte. Revenez, il n'y a pas de problème. Revenez. Et à ce moment-là, bah, quand ils reviennent, souvent, il y en a qui reviennent qui se disent bah, merci, en fait, j'ai été là et ça m'a donné envie de revenir. Et ils reviennent forts des conseils peut-être qu'on aura pu leur donner et aussi d'une expérience un peu plus peut-être plus constructive pour eux. Et ils arrivent mieux à proposer quelque chose en adéquation. Merci Jonathan. Julien, même question. Comment vous accompagnez les personnes non recrutées? Je vais commencer pareil que Jonathan. C'est très difficile et encore plus pour nous parce que ça fait vraiment partie de notre mission d'accompagner, si je grossis, les gens à réaliser ce qu'ils veulent réaliser.
Et du coup, quand on doit dire non, c'est une posture qui est extrêmement difficile pour nous, on n'aime pas ça. Et donc, du coup, pareil, de devoir se positionner après sur mais je peux quand même t'aider, etc., c'est pas forcément quelque chose de simple. On essaie de le faire à plusieurs niveaux. Déjà, comme je le disais tout à l'heure, avec la cigogne, de donner du feedback à chaque étape du processus pour que déjà, il y ait à chaque fois les points forts, les points d'attention potentiels. Et on essaie toujours de faire le dernier, le débrief final si on dit non en présentiel, plutôt sur un cadre informel, comme le disait Jonathan, pour prendre du temps encore avec la personne et l'aider. On a aussi la chance, de par notre métier, de connaître pas mal d'organisations. Donc, du coup, on essaye aussi tout le temps de recommander des entreprises qu'on a pu accompagner, qui nous semblent correspondre au candidat ou à la candidate via le sens, la mission de l'organisation et son mode de fonctionnement, sa culture. Parce qu'au final, vu qu'on aide les organisations à les formaliser, on les connaît bien, donc ça aide. Ou sinon, je dis toujours aux gens aussi d'aller voir sur notre site pour voir s'il y a des organisations qui pourraient les intéresser et pour faire potentiellement des mises en relation. Et moi, ça m'est pas arrivé personnellement, mais je sais que des collègues ont pu faire des mises en relation pour du recrutement. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, je rejoins complètement Jonathan. On dit toujours, ou on essaie à chaque fois de dire que la porte n'est pas fermée à tout jamais et que si la personne se pose de nouveau la question de nous rejoindre dans 6 mois, 1 an, voire plus, la porte est toujours ouverte. Et ça, je pense que c'est important aussi parce que les personnes peuvent aussi évoluer sur leur chemin et potentiellement revenir chez nous à un moment donné. Donc ça, c'est important. Merci Julien. Corinne, une question un peu complémentaire. Je pense qu'on peut être tous amenés, on a tous été amenés, on sera sûrement peut-être tous encore à rechercher un emploi dans notre parcours. Du coup, il y a les compétences aussi dont tu me parlais avant le webinaire, les compétences développer des compétences de recherche d'emploi en fait. Donc comment vous, pareil, vous jouez ce rôle-là dans les recrutements ou comment vous accompagnez les structures à jouer ce rôle-là? Oui, alors nous, on le fait à double niveau, effectivement, le feedback, puisqu'on a la particularité, en fait, de recevoir et de traiter des candidatures de personnes qui sont accompagnées par ailleurs par des structures, que ce soit dans les structures de l'insertion par l'activité économique ou par les PLI ou par les Cap Emploi, etc. Ce qui fait qu'en fait, on fait de toute façon systématiquement un débriefing, évidemment, avec les candidats en leur expliquant les points positifs sur lesquels ils peuvent s'appuyer, les compétences qu'ils maîtrisent parfaitement et quelles sont celles sur lesquelles ils peuvent effectivement un petit peu s'améliorer. Et on fait la même chose après auprès de l'accompagnant, de manière à ce que l'accompagnant puisse justement prendre le relais. Et dans les SIAE, par exemple, c'est très important parce que ce sont des personnes qui sont en situation de pratiquer une activité. Et là, ils peuvent revenir vers leur encadrant technique en disant, écoute, ça serait peut-être bien que tu me mettes, parce que parfois, il y a des postes qui sont suffisamment polyvalents pour développer des compétences complémentaires, ça serait bien qu'aujourd'hui ou cette semaine ou la semaine prochaine, tu puisses me mettre sur tel poste de travail de sorte que je puisse m'améliorer dans tel domaine en particulier. Et c'est vrai que bien évidemment, on laisse toujours la porte ouverte en disant, écoutez, voilà, nous on pense qu'il y a un axe d'amélioration à travailler sur ce versant-là. Dès que vous vous sentez plus à l'aise, capable, ou dès que votre encadrant technique vous dit, là c'est bien ce que tu fais, c'est vraiment le niveau attendu, et bien à ce moment-là, n'hésitez pas à lui demander de recommander votre candidature et de repostuler sur le poste pour lequel on s'est rencontrés. Et pareil, ça nous arrive aussi de dire, pour ce poste en particulier, non parce que cet employeur a plus d'exigences au niveau des résultats ou plus d'exigences, mais on garde votre candidature dans ce que nous, on appelle notre vivier de candidats. Et par contre, dès qu'on aura un poste qui va se libérer ou qu'on va pouvoir récupérer et qui correspond vraiment au niveau de compétences que vous avez sur chacune des compétences qu'on a pu évaluer, bien évidemment, on vous rappelle. Et ça nous arrive tout le temps de rappeler des candidats 15 jours, même 2 mois après, en disant, voilà, on a un poste qui correspond à ce que vous recherchez quand on s'est rencontrés. Est-ce que vous êtes toujours en recherche? Et si oui, évidemment, on envoie la candidature chez le client. Merci. Donc, on voit aussi l'importance de comment faire ces retours constructifs pour que l'expérience soit source d'apprentissage aussi pour les personnes, qu'elles puissent continuer leur chemin vers l'emploi. Donc, merci pour toutes ces bonnes pratiques. Donc, ça, c'était la 5e bonne pratique du soir. Il y en a sûrement d'autres, mais on voulait focaliser déjà sur celle-ci. Il est 38, on va se donner une 15-20 minutes pour répondre à vos questions dans l'espace questions-réponses. Et puis après, on clôturera ce webinaire. Et puis, comme promis, on vous enverra des éléments aussi de compte rendu pour reprendre toutes ces informations.
Donc, la première question qui apparaît, donc n'hésitez pas à voter, encore une fois, pour les questions qui vous semblent les plus importantes pour vous, pour qu'on puisse faire remonter celles qu'on traite en priorité. Et je vais essayer de reformuler ce que je comprends des questions. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à reposer la question si je suis un peu à côté. La première question de Nathalie, c'est est-ce qu'il existe ce genre de structure pour des très hauts niveaux du style doctorat? Donc, je pense que Nathalie, vous voulez parler, de structure de process de recrutement peut-être. Donc, Julien, Jonathan, Corinne, est-ce que ces process de recrutement sont aussi adaptés ou existent pour des personnes qui sont très qualifiées, entre guillemets, qui ont beaucoup de diplômes? Je comprends la question comme ça, peut-être que je me trompe. Nathalie, n'hésitez pas à me dire. Moi, je vais commencer. Alors, c'est vrai que nous, on a moins de recrutement, entre guillemets, à ces niveaux-là. Doctorat, c'est quand même assez rare de le recruter, en tout cas, même au siège, au niveau de la grande distrie. Mais par contre, on a des profils d'école supérieure de commerce, voilà, des bac plus 5 et tout ça. Le process, nous, en tout cas, des étoiles et des images, il est toujours, c'est un standard chez nous, comme passer un petit peu de temps au magasin quand on vient du siège. C'est important. Après, c'est vrai qu'on ne va pas avoir les mêmes process parce que on ne s'adresse pas de la même manière en fait. Donc il faut vraiment faire coller le processus de recrutement à la personne quelque part, enfin, en tout cas au profil en termes d'expérience candidat. Un jeune geek qui est adepte du digital aura beaucoup plus de facilité à postuler via un Facebook, ce genre de choses, que si on demande à quelqu'un qui est peut-être un petit peu plus avec une plus grande seniorité, mais je ne dis pas que les personnes âgées galèrent avec Facebook, hein, mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est plus ça. Donc, ça existe, on revoit les process, mais pas forcément, c'est pas les mêmes. Merci pour cette réponse. Si Julien et Corinne n'ont rien à ajouter, je peux passer à la question d'après. C'est important ce que dit Jonathan. Effectivement, il faut vraiment adapter et le process et les outils au type de profil qu'on recherche. Et vraiment s'adapter, coller au mieux à ce que la personne, ce dans quoi la personne sera à l'aise pour s'exprimer en fait. Et un doctorant, forcément, un docteur n'est pas à l'aise dans les mêmes situations que quelqu'un qui se postule sur des premiers niveaux de qualification. Merci. De ce que j'entends, c'est quand même par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, de la difficulté finalement à te dire si je vais être le plus inclusif possible, d'avoir des processus et des offres d'emploi qui parlent à plusieurs personnes avec peut-être des profils différents, des expériences différentes, et en même temps, selon peut-être certains postes, comment adapter la façon de faire. Hein. De ce que je comprends, c'est un peu cette difficulté à la fois parler à tous et en même temps s'adapter pour certaines situations. Moi, j'avais vu une super image sur l'équité et l'égalité parce que c'est un peu ça quelque part. C'était, il y avait une personne qui essayait de regarder à travers une palissade un match de foot au Brésil, je crois, et il y en avait soit l'égalité, c'était de donner une caisse à tous. Or, il y avait un petit, un grand et un moyen. Et l'équité, c'était de donner 2 caisses aux petits, une demi-caisse aux grands, une caisse aux moyens, pour que tous puissent être à la même hauteur et voir le match en fait. Parce que s'il avait une caisse, le petit, il était quand même sur la palissade. Et en fait, c'est quelque part, c'est un peu ça aussi, c'est savoir s'adapter à son public quelque part. Merci Jonathan de la précision. On a d'autres questions plutôt adressées à Corinne sur cette notion de grille d'évaluation. Et donc la première, c'est la grille d'évaluation des compétences est-elle transparente pour les recruter? Elle est transparente dans le débrief qu'on fait en fait, effectivement, dans le retour qu'on peut leur faire. On dit, ben voilà, on a évalué votre candidature ou votre comportement quand on est dans les mises en situation sur telle et telle chose. Et voilà quels sont les résultats qu'on a pu observer. Mais elle n'est pas partagée en fait avant le processus. Merci Corinne. Et question un peu complémentaire et peut-être adressée aussi à vous trois, c'est comment évaluer un niveau, par exemple, de connaissances techniques elle a disparu la question. Voilà. Par un comportement. Comment évaluer finalement, je crois que vous disiez tout à l'heure que c'était les mises en situation, les comportements, etc. Donc comment évaluer un niveau de connaissances techniques par un comportement? Justement, on ne l'observe pas par un comportement. Par définition, une connaissance technique, on
on la mesure par un questionnaire ou en tous les cas, le niveau de connaissance, c'est toujours une réponse attendue qui est exacte ou pas, mais on ne peut pas l'observer par un comportement. Je pense qu'il est important de dire par rapport à ça, pour rebondir par rapport à ce que dit Corinne, c'est que donner la chance à tous et être inclusif, c'est d'ouvrir la porte à tout le monde. Après, on ne va pas se leurrer, tout le monde n'a pas les compétences pour avoir le poste en question. Moi, si je prends un dev, par exemple, je peux ouvrir la porte à tout le monde pour faire du développement. Néanmoins, s'il n'a pas de compétences de développeur, je ne pourrais pas le prendre. Ce n'est pas que je ne veux pas être inclusif, mais je ne pourrais pas le prendre. Et pour moi, pour objectiver les compétences techniques, rien de mieux que l'expert du domaine, et il faut s'accompagner d'un binôme opérationnel constamment. Enfin, moi, par exemple, sur des bouchers, je ne recruterai pas moi-même des bouchers tout seul. J'ai besoin d'avoir, voilà. Pareil pour un dev, pareil pour un dessinateur projeteur, enfin, j'en sais rien, mais en tout cas, il faut le binôme opérationnel. Merci. Donc, effectivement, différence entre compétences savoir-faire technique et savoir-être qui s'évalue un peu de manière différente. Une question encore sur cette grille d'évaluation des compétences, mais finalement, on parle de grille, mais c'est aussi ce dont vous parlez sur comment évaluer des compétences. D'une certaine manière, est-ce que cette grille de compétences n'est-il pas en soi concevoir ces dernières comme fixées à vie? La compétence vue en situation me semble plus proche du réel. Qu'en pensez-vous? Eh bien justement, enfin, la grille qu'on fait des compétences qu'on va évaluer ne donne pas en fait le moyen par lequel on va les évaluer. La grille, c'est simplement quelles compétences je vais aller chercher. Ensuite, la mise en situation, c'est le comment je vais aller la chercher. Et cette grille, elle n'est pas faite définitivement et à vie. Elle est toujours réactualisée. Et elle est toujours préparée à chaque nouveau recrutement, y compris pour les mêmes clients. Souvent, on pose la question, est-ce que le poste est identique? Est-ce qu'il a un petit peu changé? Et quelles sont éventuellement les données qu'on doit prendre en compte pour évaluer au plus juste les compétences recherchées pour le poste que vous proposez aujourd'hui, qui n'est pas forcément le même que celui que vous aurez demain. Et Jonathan me reprendra, mais un poste dans un magasin à Paris, ce n'est pas le même qu'un poste en magasin à Créteil ou à Clichy. Il y a toujours des particularités sur lesquelles il faut pouvoir avoir une vue pour évaluer au plus près les compétences nécessaires pour occuper le poste. Mais bien évidemment, une grille, elle n'est jamais faite à vie. Elle est toujours retravaillée et toujours réinterrogée à chaque nouveau recrutement. Et peut-être pour compléter ce que tu dis, Corinne, ça me fait penser à un chiffre que j'ai vu en préparant ce webinaire. C'était qu'au bout de 18 mois au sein d'un poste, finalement, il y a 60% de nouvelles compétences qui auront été requises pour une personne pour bien travailler dans ce poste. Et je pense que dans le monde dans lequel on vit, c'est de plus en plus vrai. Et donc, du coup, oui, c'est sûr qu'il ne faut pas que ce soit fixé à vie, il faut que ce soit évolutif. Et c'est aussi pour ça que l'importance des savoir-être est aussi là, de savoir quel savoir-être on veut tester pour bien réussir dans l'organisation, parce que finalement, les compétences peuvent aussi s'acquérir avec une certaine motivation, tout simplement. Et toujours faire la différence entre les compétences qui sont vraiment impératives au démarrage et celles qui peuvent s'acquérir au fur et à mesure. Et puis, il y a quelque chose qui est important sur les grilles pour compléter, c'est aussi un mécanisme, enfin, c'est un phénomène de protection. Il faut savoir que quand on fait des mises en situation et qu'on observe des comportements, c'est quand même relativement, ça peut paraître relativement subjectif. Je donne un exemple, quelqu'un qui couperait la parole à quelqu'un d'autre, c'est un comportement. Si je ne le note pas dans quelque chose de très objectif, il a coupé la parole, et que je reste sur l'impression que j'ai eue sans le noter, et ben demain, quand un organisme peut me poser une question, pourquoi vous ne l'avez pas pris? Et on se dit, bah voilà, c'est quelqu'un qui était respectueux, il coupait la parole, ok, quelle preuve vous avez? Et ben j'ai cette grille comportementale pour vous montrer qu'il a coupé la parole au moins 5 fois. C'est vraiment une grille d'objectivisation, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas du comportement visible pour le rendre, pour lui donner une crédibilité et une validité aux yeux d'une potentielle discrimination quand même. Merci pour ces précisions. Une question, je pense, assez rapide. Jonathan, je crois que tu avais peut-être déjà donné la réponse, mais est-ce que tu peux repréciser le nom de l'outil psychométrie utilisé en première étape de recrutement? Oui, c'est Cubix. Moi, je me suis permis de répondre à quelques questions. Je pensais qu'il fallait le faire comme ça. Donc,
me suis permis d'y répondre dans le chat, mais oui, c'est Cubix et le modèle, c'est Capture. Et c'est un co-créé avec Franprix. Super. Oui, effectivement, je précise que nos invités ont été multitâches et en même temps de répondre, ont répondu aussi par écrit à certaines de vos questions. Donc, si vous allez dans la partie résolue, vous voyez déjà pas mal de réponses, donc n'hésitez pas aussi à lire toutes les réponses. Je vois, alors une question assez large, c'est quel est le contexte du recrutement français aujourd'hui? Alors, je ne sais pas si vous pouvez être un tout petit peu préciser. Je ne sais pas voilà, si nos invités veulent répondre par rapport à cette question très large et aussi très intéressante sur quel est le contexte du recrutement français aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est en termes de chiffres ou en termes de, justement, d'inclusion dans le processus. En tout cas, moi, si je peux parler du marché du recrutement français, sur les cadres, il est très tendu, mais vraiment très tendu, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de pénuries sur des profils cadres et des profils très spécifiques. Bon, on a beaucoup de métiers pénuriques sur certains métiers. Et d'un autre côté, on a beaucoup de volume sur d'autres métiers. Voilà. Moi, ce que je peux dire du marché français aujourd'hui, mais en tout cas, il est dynamique, pré-Covid. Post-Covid, c'est un peu plus compliqué quand même. Les gens ont plus tendance, et c'est normal, à conserver, être moins sur du mouvement, de la fluidité, changer de poste. Voilà. Le marché français, en tout cas, que je vois, il est plutôt comme ça. Merci, merci Jonathan. Je vais prendre une dernière question, je vois qu'il est moins 10. Une question de Delphine, donc très concrète, qui dit « Je suis en charge du recrutement des alternants et des stagiaires pour de longues durées à des niveaux BTS jusqu'à 1G. Et il est parfois justement compliqué d'évaluer les compétences, mais aussi le savoir-être. Et donc, Delphine met en place un processus de recrutement basique, CV, lettre de motivation, entretien. Quel conseil vous pourriez lui donner pour optimiser ce process ? Peut-être des choses en plus que ce qu'on a dit ce soir déjà. J'ai peut-être une réponse à ça, c'est quelque chose qu'on travaille pas mal avec nos clients. C'est déjà de formaliser sa culture d'entreprise, savoir un petit peu qu'est-ce qui est réel chez nous comme valeur, comme comportement, et du coup de se demander vraiment comment on peut incarner ça dans le processus et vraiment être différenciant. Et ça, on le dit à tous nos clients. En vrai, il n'y a rien de plus horrible que de vivre le même processus de recrutement, quelle que soit la boîte. Et du coup, de vraiment essayer d'être différenciant, d'avoir des idées originales. Je vous en donne deux peut-être. Il y a un client, ils ont une valeur assez forte autour du plaisir, le fait de jouer. C'est quelque chose qui est fort chez eux. Et ils font un entretien jeu de société avec plusieurs candidats. Bon, c'est quelque chose qui est un petit peu différent, mais en tout cas, voilà, qui incarne bien ce qu'eux, ils sont. Et du coup, c'est ça vraiment le premier étape, c'est de savoir qui on est pour ensuite l'incarner. Et nous, en interne chez Fly the Nest, c'est quelque chose qu'on fait moins forcément avec le contexte Covid, mais on fait parfois le dernier entretien autour d'un dîner chez l'une des personnes de chez Fly the Nest. C'est quelque chose aussi qui incarne bien ce qu'on est, savoir qu'on a une valeur de construire des relations vraies. Et donc, du coup, on aime bien ce cadre informel où on invite la personne, on est accueillant, accessible. Voilà, c'est des idées assez concrètes, mais du coup, de partir de qui vous êtes, ça me semble être important pour construire ça. Oui, et puis on peut à ce moment-là plutôt axer sur les compétences d'apprenant. C'est-à-dire que plutôt que d'aller chercher des compétences techniques ou des connaissances techniques, puisque en l'occurrence, les personnes ne les ont pas forcément, c'est plus effectivement quel comportement on attend de l'apprenant et à ce moment-là, le mettre en situation pour voir quand on le soumet à une situation professionnelle dans laquelle il va être, comment il va se comporter. Sachant que le plus important n'est pas de trouver la bonne réponse puisqu'on sait pertinemment qu'il ne l'aura pas puisqu'il est là pour apprendre, mais bien plutôt comment il va aborder en fait le problème ou la situation qu'on va lui soumettre. Merci. Il y a quelques questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre, mais on essaiera potentiellement après le webinaire. Je demanderai peut-être à nos invités d'y répondre a posteriori. En tout cas, n'hésitez pas à regarder dans la partie résolue. Beaucoup de réponses ont été apportées. Du coup, merci à vous trois d'être venus ce soir pour partager vos bonnes pratiques, inspirer aussi les personnes qui sont venues vous écouter, donner des choses très concrètes aussi sur comment faire.
J'avais juste envie de faire un dernier petit tour de table pour savoir, voilà, pour aller plus loin, est-ce que vous avez un conseil bonus qu'on n'aurait peut-être pas abordé ce soir pour des recruteurs ou des structures qui recrutent? Ne pas hésiter à expérimenter. Ne pas hésiter à expérimenter. Julien, que tu as moi, je m'étais noté, c'est quelque chose qu'on oublie parfois, c'est clarifier comment on va prendre la décision de recrutement, à la fois en interne comme pour la personne qui est dans le processus, à savoir qui va trancher, qui donne des avis, comment on prend la décision, est-ce que c'est plutôt un consensus, un consentement, est-ce que c'est consultatif juste, bref, de clarifier un peu tout ça et de bien l'expliquer à la personne. Donc, la manière de prendre des décisions. Et Jonathan? Oui, moi, c'est plutôt finalement de donner la visibilité. J'ai tendance à comparer un recruteur à un livreur de produits de qualité. Et donc, il faut donner de la visibilité sur l'acheminement du produit, tant au produit que à l'acheteur. Donc, ça, c'est important. Et surtout, ne pas sous-estimer l'intégration. Parce qu'on peut faire un recrutement réussi et une intégration complètement foireuse. Et là, pour le coup, tout tombe à l'eau. Donc, voilà, ne pas sous-estimer l'intégration. Merci, merci Jonathan aussi pour ça. Ça fait le lien justement avec quelles sont les autres étapes pour rendre sa structure inclusive et constructive. Effectivement, là où ce soir, on s'est concentré sur le recrutement, mais après viennent les phases d'intégration, de management, de collaboration d'équipe, de mobilité aussi interne et même de sortie de l'entreprise. Donc, toutes ces phases-là, en fait, finalement, toutes les étapes du parcours professionnel au sein d'une structure, comment on peut les rendre inclusives. Donc, ça pourrait peut-être faire l'objet d'autres webinaires. Merci à vous trois d'avoir partagé toutes ces bonnes pratiques. Je voulais juste finir pour les participants pour se dire comment on peut faire pour aller plus loin. On propose après ce webinaire, dans les 2 prochaines semaines, deux événements qui peuvent permettre de continuer à creuser ce sujet-là. Un premier qui est le 11 mars, donc la semaine prochaine, c'est un atelier de ce qu'on appelle un atelier de co-apprentissage. Donc là, on sera en format plus restreint, on sera une quinzaine, une vingtaine de personnes, et l'idée, c'est plutôt là de partager les freins liés à ces thématiques, ce sujet du recrutement inclusif, et tester les outils qui permettent justement d'évaluer, d'objectiver l'évaluation des compétences. Donc, ça sera en ligne le 11 mars, on vous enverra les infos. Et la semaine d'après, un déjeuner inspirant en ligne, malheureusement, on ne peut pas encore le faire en présentiel, avec Clémence Mirmont qui représente Oumando Pluriel, donc qui est un autre acteur du recrutement inclusif et donc qui pourra aussi vous partager ce qu'ils font au sein du Mando Pluriel, ce qu'ils peuvent mettre en place, etc. Et dernière chose, pour aller encore plus loin, on a vraiment un parcours de formation sur mettre en place, co-construire son parcours de recrutement inclusif. Et donc, il y a 6 modules de 2h30 qui sont prévus à partir de fin mars jusqu'à mi-avril. Donc, pareil, je vous enverrai les infos si ça vous intéresse d'aller encore plus loin pour vous construire en interne ce processus de recrutement. On a partagé beaucoup d'infos, on vous renverra un petit compte-rendu en tout cas des échanges principaux. Merci encore Jonathan, merci Julien, merci Corinne merci à tous. D'avoir été inspirants ce soir. Merci à tous, merci Pauline, c'était top. Oui. Merci. Merci beaucoup. Au revoir Corinne, au revoir Julien, au revoir à tous. Au revoir à tous. Bonne soirée.